écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue au CRFMV en jase, notre podcast consacré à la communauté militaire. C'est Marie-Josée Lonval et je peux vous dire qu'au cours de la dernière année, on s'est entretenu avec des intervenants du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier qui nous ont fait bénéficier de leurs précieux conseils, de leur expertise. Ce sont des podcasts que vous pouvez aller consulter en tout temps. On a exploré ensemble les services qui sont proposés par le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier pour les militaires, pour leur famille. Et en passant, quand on dit militaire, là, ça comprend les vétérans, les réservistes, leurs familles et leurs proches aussi, sans nécessairement qu'il y ait de lien de parenté. Ces gens-là sont importants pour vous, ben ils sont importants pour nous aussi. Et quand on parle des services offerts à la communauté, ben là, c'est les services de garde, par exemple, les services pour les jeunes, les 12-17 ans, les vétérans, le soutien lors d'absence et mutation particulièrement important ces temps-ci. On pense aussi au programme fort. Ça, c'est l'aide à l'emploi, la vie après l'uniforme. Ça aide aussi les conjointes de militaires à se trouver un emploi, par exemple, quand ils ont passé quelque temps à la maison avec les enfants ou lors d'une mutation. Aussi, ça peut être très, très utile. Il y a du soutien psychosocial et l'action bénévole. Mais vous vous doutez bien que des services comme ça arrive pas par magie. Il y a des gens qui s'impliquent bénévolement, qui appuient financièrement la mission du centre. Ce sont des membres de la fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on aurait besoin d'un petit éclairage, là. Nous expliquer le rôle du centre versus le rôle de la fondation, nous aider à comprendre qui fait quoi. J'ai pensé inviter deux personnes qui vont répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Vous allez voir au CRFMV en jase. Premièrement, Denis Paquette. Bonjour, Denis. Bonjour. Denis, vice-président du conseil d'administration de la fondation du CRFMV. Bienvenue au CRFMV en jase, Denis. Il y a également Dany Saint-Laurent, directeur des communications au CRFMV. Bonjour, Dany. Bonjour, Marie-Josée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ma première question, Dany, je vais vous la lancer. C'est vous qui allez relever le défi de briser la glace aujourd'hui au CRFMV en jase. Moi, j'aimerais bien comprendre, puis faire comprendre aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi exactement la différence entre le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier versus la fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Bon, je pense que c'est un incontournable que je parle de la genèse des centres de ressources pour familles militaires qu'il y a au travers le Canada. En fait, si on remonte à la fin des années 70 et début des années 80, on constate là, l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, ce qui fait en sorte que les conjointes de militaires à l'époque qui de plus en plus entraient dans le marché du travail et souvent avec des carrières, des spécialités, suivent le conjoint, entre autres militaire, qui lui doit être muté d'une province à l'autre assez régulièrement. Ça commençait à causer des problèmes, ça, à l'intérieur de la famille. Parfois, il y a des conjoints qui fallait qu'ils abandonnent, mettre à l'index une carrière qu'ils avaient fait des études pour. Alors, il y a eu un groupe de femmes dans les années 80 qui sont allées carrément cogner au ministère de la Défense à Ottawa, puis ont dit, écoutez, c'est beaucoup de pression sur nous en tant que famille, suivre notre conjoint, sa carrière, etc. On est prêt à le faire, on veut continuer, mais pourriez-vous nous donner un coup de main à nous? Les conjointes, entre autres, pour que ça soit plus facile, ce genre de transition-là. Le ministère a dit, bien évidemment... Le message a été entendu, hein, la preuve que des fois ça fonctionne, hein, ouais, aux sources. Effectivement. Donc, le ministère a dit, parfait, de quoi avez-vous besoin? Ils ont exprimé certaines idées, puis tout ça, puis ils ont dit, faites donc une étude au travers le Canada pour savoir quels sont les besoins de l'ensemble de ces familles-là, de Esquimalt à Halifax. Donc, le ministère a fait une étude et ils sont arrivés avec une proposition qui ont dit, écoutez, on est prêt à dégager un certain budget, voici l'argent qu'on est prêt à distribuer dans la communauté pour que vous obteniez des services. Et un des services, à l'origine, qui était demandé par les femmes, j'en parlais un peu avant, c'était « Donnez-nous un coup de main
moi j'ai une carrière, si je suis infirmière au Québec ou dans une province, puis-je continuer à être infirmière dans une autre province et qui peut m'aider, moi, à traverser cette espèce de barrière-là? Ça fait que c'est le genre d'aide qu'ils ont dit et au fil du temps, maintenant 30 ans pour le centre, on est rendu à une panoplie de services qui va même plus loin que les argents qui sont donnés par le ministère de la Défense. Une des choses qui était bien importante également, ces femmes-là ont dit, nous voulons que les organisations que l'on va créer soient dirigées par nous, les familles, et non pas par des militaires et des gens du ministère. On veut que ça une proximité avec les familles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ces 32 centres de ressources-là. Ils ont dit, on vous donne l'argent pour tel service, tel service, tel service, tel service. Et si vous voulez aller plus loin dans vos services, parce que localement, c'est différent d'un endroit à l'autre, vous avez le loisir de le faire. Former des conseils d'administration et après ça, on va vous donner un certain montant d'argent. Et puis là, la différence avec tous les services qu'on a développés à Valcartier, puis je vais probablement laisser Denis répondre à ça, c'est que la différence, c'est qu'on est capable d'aller plus loin que ce que le ministère nous dit minimalement de faire. Alors, c'est là qu'est arrivée une créature comme la Fondation pour le Centre de ressources de famille militaire de Valcartier, qui, Denis va nous l'expliquer, mais est là pour faire en sorte qu'on aille plus loin dans notre prestation de service et non pas donner le minimum requis selon les paramètres de service aux familles militaires à Ottawa. Oui, Denis. Denis, je pense que tu as très bien résumé le rôle du centre comme moi je le comprends. Je suis à la Fondation depuis 2 ans seulement, mais grosso modo, la Fondation existe depuis 2005. Et puis, elle a été créée en 2005 pour 2 grandes raisons. Dans le fond, sensibiliser la société civile à la vie militaire, c'est toujours un besoin, ça, tout ça, et soutenir financièrement le centre qui, lui, donne des services, accompagne les familles des militaires dans les défis qu'ils doivent relever, tout ça. On le fait, la Fondation le fait naturellement en organisant des activités philanthropiques, puis notre grand événement philanthropique, notre événement signature, dans le fond, c'est la Criée, qui existe depuis en fait, c'est la 10e édition cette année, tout ça. Ça va être une édition un peu spéciale, mais on va y revenir plus tard. Alors, dans les 9 éditions précédentes de la Criée, c'était un événement, un gala bénéfice, comme il y en a beaucoup dans la région de Québec, un grand gala bénéfice qui était couru. Il y avait des centaines et des centaines de participants. Je pense que les 2 dernières éditions, j'étais pas là, moi, il y avait 700 ou 800 personnes, tout ça. Et la 10e édition, qui devait avoir lieu en présentiel, comme on dit maintenant, au manège militaire, le nouveau manège militaire rénové, qui est la résidence des voltigeurs de Québec. Naturellement, pour des raisons que tout le monde connaît, ça a été, dans un premier temps, reporté. Ensuite de ça, ça a été comme transformé en événement virtuel, comme tous les événements philanthropiques partout au Canada, au Québec, et puis dans la région ici. Alors, on l'a transformé en événement virtuel. Alors, ça va être une édition spéciale de la Criée cette année. Puis, on a fait le comité organisateur. En passant, le comité organisateur il est appuyé par un comité d'honneur et d'influence qui comprennent une quinzaine de personnes, tout ça, dont le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable Doyon, qui est aussi le patron d'honneur de la Fondation, mais il fait partie de notre comité d'honneur et d'influence. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 2014-2018, qui lui-même est père de militaires, et le brigadier général Boivin, qui vient d'arriver, qui a remplacé son prédécesseur, le brigadier général Carpentier, était aussi patron d'honneur de l'événement. Alors, et puis, il y a toute une série de personnalités militaires de la société civile qui font partie du comité d'honneur et d'influence. On a 2 vice-présidents pour l'événement cette année, c'est François Dion. François Dion de la firme Lévio, qui est très connu à Québec lui-même, pour son engagement en philanthropique, tout ça, et Victor Pellegrino, qui est le vice-président pour l'Est du Canada de BMO, l'institution financière. Alors, on est bien à côté, comme on dit en bon québécois, de ce côté-là. Et grâce au virtuel, cette année, notre événement, la Criée, on va, en plus de rejoindre les milieux militaires, naturellement, qui participaient à l'événement, militaires du milieu des affaires,
et diplomatique et politique aussi. Là, on va avoir un public partout au Québec, au Canada, et même à l'étranger, qui vont participer à la criée virtuellement. Alors, on a préparé un événement, je pense, assez très ramassé, très spécial, très télévisuel. Et puis, bon, naturellement, pour terminer là-dessus, notre thème cette année, dans le fond, ce qu'on a voulu faire cette année avec la criée, c'est rendre un hommage particulier aux familles de militaires et souligner leur leadership parce que, puis on l'a vu aussi beaucoup, je disais tout à l'heure, sensibiliser la société civile au monde militaire. On l'a vu beaucoup depuis 2 ou 3 ans. Bon, je ne prendrai rien à personne. Les inondations ont fait toujours appel à l'armée de ça et la pandémie, ça on l'a vu, là, ça a été crucial. Alors on veut rendre hommage à ces familles-là, les gens qui restent derrière eux et qui font partie aussi, c'est notre armée invisible, là, pour reprendre les mots du brigadier général Carpentier. Bref, voilà, c'est ça la Fondation. Vous m'avez parlé des gens qui gravitent autour, mais le noyau, là, ceux qui travaillent en coulisses, le conseil d'administration de la Fondation, là, je sais, pour les connaître un peu, là, que c'est des backgrounds, c'est des vécus professionnels très variés. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre petite gang. De mémoire, là, bon, il y a notre présidente, c'est une avocate, elle est au gouvernement. On a un comptable là, qui est, comme je vous le laisse deviner, il est trésorier. C'est très rassurant. On a une enseignante. On a un homme d'affaires qui est un ancien militaire. On a un gestionnaire d'une maison de retraite. On a un retraité comme moi du domaine des communications puis de la politique. Bref, puis on est en recrutement. On vient de recruter un avocat très en vue à Montréal, tout ça, en septembre, qui va se joindre à notre conseil d'administration. Et puis, on a mis des lignes à l'eau là, parce qu'on a eu quelques départs, dont un, M. Goodwin, Ross Goodwin, qui est un juge à la retraite, tout ça, qui, lui, a été très important dans l'histoire de la Fondation. Bref, c'est un assemblage de gens, une assemblée de gens, je devrais dire plutôt, qui ont beaucoup de jugements. On a eu des situations difficiles dans les 2-3 dernières années. Bon, la remise de la criée, certaines difficultés, on a eu des congés de maladie, tout ça, de certains personnels de la Fondation. Bref, ça n'a pas été facile, puis c'est là que je me suis aperçu, moi, je me suis joint, ça fait 2 ans, là, à la Fondation, au conseil d'administration. J'en suis maintenant le vice-président parce qu'ils m'ont bombardé, là. Mais vous relevez le défi haut la main, Denis. Hein? C'est ça. Là, en fait, moi, j'ai un background. J'ai pas de background militaire comme tel. Moi, là, je veux le savoir justement de l'intérieur. Pourquoi Denis Paquette s'implique? Parce que vous vous impliquez bénévolement, mais pour faire partie là, de l'organisation de la criée, je sais à quel point vous y mettez du cœur. Vous l'avez dit, vous êtes un retraité. Vous pourriez cultiver des fleurs là, à cœur de journée, mais vous décidez de passer votre temps avec nous autres à préparer un événement important pour la communauté militaire. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous faites ça. Premièrement, parce que j'ai le temps. Et j'ai l'énergie aussi. J'espère que je l'ai encore. Effectivement, je suis on peut dire, semi-retraité, demi-retraité. J'exerce encore quelques fonctions professionnelles, tout ça, mais grosso modo, je suis retraité. Alors, pour faire œuvre utile, tout ça. Mais il y a aussi, j'ai des raisons personnelles de faire ça. Quand Marie Blanchet, la présidente, m'a approché il y a 2 ans, une ancienne collègue de travail avec qui j'ai connu en politique, tout ça, m'a approché, je ne connaissais pas mon background, tout ça, elle me dit, bon, ça te tente-tu de joindre à nous? J'ai dit oui, tout ça. Alors moi, j'ai des raisons personnelles parce que, premièrement, comme toute personne de ma génération, là vous pouvez pas me voir, là, c'est un podcast, mais je suis pas de la dernière couvée, mettons. J'ai fait des cadets jeunes au collège. Je faisais partie du corps de cadets, naturellement, comme beaucoup d'hommes de ma génération. Ensuite, j'ai fait de la milice quelques étés, là, au début des années 70. Ensuite, après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant 10 ans au quartier général de la Défense nationale à Ottawa. J'étais traducteur à l'époque. Alors, j'ai appris à connaître la part de l'intérieur, comme civil, comme fonctionnaire, comment fonctionnaient les forces armées canadiennes au pays, bon, le jargon, les grades, tout ça. J'ai même fait un séjour dans des bases militaires pour mon travail à Borden, entre autres, à Petawawa, à Chilliwack, qui maintenant était une base de formation pour officiers. C'était très agréable d'aller là. C'est fermé maintenant, si je me trompe pas. En passant à Borden, j'ai eu l'occasion de participer à des manœuvres militaires dans l'uniforme civil, mais invité par le 22e régiment. J'étais très fier de ça, au point de vue plus personnel. J'ai un frère qui a 1 an plus jeune que moi, mon frère Marc, qui a quitté la maison à 18 ans. Il s'est enrôlé dans les forces canadiennes. Là, on parle de fin des années 60. Là.
Alors, Marc, il a un parcours typique d'un 22e. Casque bleu, naturellement. L'Allemagne, quelquefois. Chypre, 2 ou 3 fois. Haïti, le Moyen-Orient, les Balkans. Alors, naturellement, il a vécu des moments difficiles, surtout en Haïti. Et il n'a pas gardé de séquelles de ça, mais il y a de ses compagnons qui en ont gardé des séquelles. Mais j'ai toujours été bien fier de lui. Puis je disais toujours, il était sergent. Il a fini sergent. J'ai toujours, Marc, les sergents, c'est la colonne vertébrale de l'armée. Il était tout bien content à chaque fois que je disais ça. Bref, ça aussi, c'est une raison pour laquelle j'ai décidé de donner mon temps, tout ça, puis de faire œuvre utile. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre parcours aussi, parce que vous avez touché à la politique, vous êtes un homme de lettres? En fait, un homme d'écriture, oui, je devrais dire plus, que j'ai commencé comme traducteur, mais après la Défense nationale, dans les années 80, mais j'ai travaillé au ministère de la Justice, fonctionnaire fédéral à Ottawa, au ministère de la Justice, aux travaux publics gouvernementaux. Quand je suis revenu, je me suis rapatrié moi-même à Québec au tournant des années 2000. J'ai travaillé... Ce serait trop long à expliquer, mais je me suis retrouvé à faire partie de personnel politique à partir de 2003, oui, c'est ça, avec l'arrivée de Jean Charest, le premier ministre. Personnel politique jusqu'à 2018, pendant presque 20 ans, avec des absences, là, tout ça. Mais puis, j'ai fait des communications du conseil politique, tout ça. Alors, ça m'a donné une expérience, je pense, une bonne expérience, qui peut, elle aussi, être mise à profit. Alors, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, non, parce que je pourrais en parler longuement. C'est visiblement une corde de plus à l'arc du conseil d'administration de la Fondation, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de connaître les bonnes personnes. En toute modestie, je pense que oui, je peux apporter mon apport. Et c'est pas tout. Le meilleur est à venir. Le CRFMV en jase revient dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. On va revenir à vous, Denis, parce que avec l'appui de la Fondation, justement, on a expliqué un peu ce que fait la Fondation là, dans tous les services qu'on veut offrir. Le CRFMV est en mesure donc de proposer du soutien, beaucoup de services à la communauté militaire en général. Il y a des subventions qui sont directement données au CRFMV. Ça aide beaucoup, mais si j'ai bien compris, c'est que c'est pas suffisant. Ben, en fait, c'est pas suffisant. Notre communauté, la communauté de l'Est du Québec nous a dit, car on fait des sondages régulièrement, empiriques, scientifiques, etc., mais on prend beaucoup les suggestions de notre communauté sur les services qu'ils ont besoin. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, quand que je dis que le Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier va plus loin dans son offre de service que simplement ce qui nous est donné comme paramètre de pratique, c'est notre maison de garde. Évidemment, c'est pas un édifice de 80 millions de mètres carrés, mais on est le seul centre de ressources pour familles militaires au Canada qui offre des services de garde d'appoint. Ce ne sont pas des services de garde réguliers, mais ce sont bien des services de garde d'appoint, comme la halte garderie, par exemple, mais qui a sa propre maison dédiée à ces services-là. Il n'y a aucun autre centre qui est capable d'offrir ça. Et puis ça, c'est par la générosité des donateurs qu'on a eus auparavant, via la Fondation, qu'on a pu construire cette maison-là et d'aller plus loin dans notre offre de service. Alors, on fait également la même chose. On a toujours privilégié de raccourcir les listes d'attente dans certains services. Donc, on va plus loin que ce qui nous est donné en termes de ressources humaines pour nos différents départements. Par exemple, le programme d'aide à l'emploi, le programme fort que tu parlais, Marie-Josée, tout à l'heure, dans la plupart des centres de ressources au travers le Canada, tu as une personne qui est dédiée à aider les gens de la communauté à se retrouver un travail dans la communauté civile après un déménagement, par exemple, alors que chez nous, on en a plusieurs. Donc, c'est des exemples parfaits, ça, qui font en sorte d'illustrer ce que la Fondation
peut faire pour notre centre, c'est vraiment d'être capable d'aller plus loin. Puis, pour ceux qui nous écoutent, chose intéressante, ça veut pas dire que les services actuels qu'on a, ça va rester comme ça toujours. S'il y en a qui sont intéressés, faites-nous part via la page Facebook du centre, via notre portail crfmv.com. Toutes les suggestions de services que vous pensez qui seraient bons pour la communauté, vous pouvez nous en faire part n'importe quand. On en prend en compte. Puis après ça, on essaie de voir ce qu'on est capable de faire pour la communauté. Notre podcast s'appelle le CRFMV en jase, puis c'est sûr qu'on jase directement à la communauté militaire. Donc, par ricochet, on pense que les gens qui nous écoutent sont des gens de la communauté militaire ou des gens qui sont directement impliqués. Il y a peut-être des gens pour qui le monde militaire, c'est un peu un mystère. Tu sais. Ils regardent ça de loin. Ah, l'armée arrive, on est content. Il y a des inondations dans le coin de Montréal, l'armée arrive. Ça va bien aller, ils vont prendre ça en main, ils vont nous aider. Ça a été la même chose avec la COVID-19. L'armée est allée donner un coup de main dans les CHSLD. L'armée arrive et aide la population civile. Et donc, c'est peut-être méconnu du point de vue d'un civil. Mais un militaire, qu'est-ce que ça fait? Le reste du temps, quand il n'y a pas une urgence, qu'est-ce que ça fait? Vous en mesure, Danny, de nous expliquer un peu, c'est quoi le parcours typique d'un militaire? Bon, premièrement, là, pour les gens qui nous écoutent, tous ont remarqué en fin de journée, par exemple, à un moment donné de la semaine, un militaire qui est en train de faire son épicerie, une militaire qui fait son épicerie. Et il y en a dans toute la région de Québec, partout. N'oubliez jamais que la ville de Québec est essentiellement, depuis sa fondation, une ville militaire. Mais le parcours, moi, je vais résumer ça en étant une série de transitions. Et puis, c'est là que le centre de ressources prend tout son sens. Par exemple, avant d'être militaire, il faut être une recrue. Il y a un processus de recrutement. Voilà la première transition que nos hommes et nos femmes vivent. Et puis, dès le recrutement, le centre est là pour informer, dans un premier temps, qui est-ce? On peut penser que des jeunes de 18, 19, 20 ans, ils n'ont pas déjà une famille conjointe avec enfants, ça arrive dans certaines occasions, mais on pense que à la cérémonie d'assermentation, par exemple, ce sont les parents de ces jeunes militaires-là qui vont assister à la cérémonie et qui assistent à la première transition de nos hommes et nos femmes dans la vie militaire. Après ça, encore une fois, une série de transitions. L'entraînement ne se fait... Si quelqu'un se fait enrôler, par exemple, à Trois-Rivières ou vient de l'Abitibi, son entraînement n'aura pas lieu, évidemment, dans sa ville natale. Il va avoir lieu dans certains endroits, notamment Saint-Jean-sur-Richelieu pour le Québec ou d'autres endroits selon l'élément dans lequel on veut œuvrer au sein des forces. Donc, voilà une première transition, une étape d'entraînement où est-ce qu'on va apprendre les rudiments essentiels de marcher, comment on doit se vêtir, etc., etc. Après ça vient l'affectation, la première affectation du militaire ou de la militaire. Si c'est quelqu'un de l'aviation sur une base aérienne, si c'est quelqu'un de la marine dans les bases de la marine ou quelqu'un de l'armée de terre, Valcartier, la destination au Québec. Et au travers de ça, là, ils ne sont pas que militaires, ces gens-là. Ils vont être aussi côtoyer les gens civils, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un couple qui se forme. Des fois, ça peut être à l'intérieur des forces même, mais ça peut être quelqu'un de la communauté civile aussi qui vient à être en couple avec un ou une militaire. Donc, vous voyez là, le chemin, il y a toutes ces transitions-là dans la vie, et puis le centre est là. Je parlais, là, quand ils forment un couple, peut-être que quelques temps après, il y a un enfant qui va arriver au sein de la famille. Donc, on va avoir des services à l'enfance. Ils poussent ces enfants-là pour éventuellement devenir des moins jeunes et des adolescents. On a les services. S'il y a des difficultés au travers de toute cette période-là, on a encore une fois des services pour accompagner les gens. Alors, et ça, on s'en va, puis c'est un des plus beaux programmes qu'on a ouvert dans les dernières
dernières années, c'est le programme auprès des vétérans. Ça en est une grosse transition, ça. Pour n'importe quel militaire, une fois qu'on sort des forces, on n'est plus militaire en tant que tel, on devient vétéran. Ces gens-là qui ont passé 20-25 ans dans les Forces armées canadiennes, dans un court laps de temps, ne sont plus militaires, sont habitués à une routine, à une façon de faire, et puis il peut, dans certaines occasions, avoir un choc pour ces gens-là, en se retrouvant dans la communauté civile, œuvrer avec des nouveaux codes, des nouvelles façons de faire. Donc, on accompagne les vétérans également dans toutes ces transitions-là. Puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est vraiment le centre accompagne les militaires tout au long de sa carrière et jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'on a des services qui... Il n'y a pas de limite d'âge, là, où est-ce qu'ils portent l'uniforme ou pas. On a des services encore une fois pour eux autres. En début de balado, je parlais des anciens balados qu'on a fait avec les gens du centre, justement les gens de différents programmes qui nous présentent, point par point, là, tous les services qu'on peut offrir. Puis il y en a un qui est bien le fun, qui s'appelle La vie militaire 101. Puis là, je vous le dis, on part du pack-sac au départ, là, puis de la recrue jusqu'à la fin là, de l'entente avec les Forces armées. En tout cas, si ça vous intéresse, moi, j'étais très curieuse, je ne connaissais absolument rien, je vais vous dire, là, ou pas grand-chose. Là. Puis on en apprend des affaires là-dedans. Marie-Josée, moi, je vais juste faire un peu de pouce ce que Danny disait, tout ça, parce que une des rôles de la Fondation, je l'ai dit au début, c'est sensibiliser les civils à la vie militaire, tout ça. Je vais donner quelques statistiques, là, mais très, très court, je ne veux pas alourdir, là, mais à Québec, moi, ce que je ne savais pas, bon, je connaissais la base Valcartier pour être venu là, souvent. Dans toute la région de la capitale nationale, là, selon les chiffres que j'ai, il y a 8800 membres de la force régulière et de la réserve, à peu près. On arrondit, là. Il y en a 6200 sur la base de Valcartier. Ça, c'est les chiffres que j'avais. Puis, naturellement, le centre offre des services à tout ce monde-là et leurs familles. Fait que là, ça fait une vingtaine de mille de personnes, si je ne me trompe pas. Danny, tu pourras me corriger. Et à tous les ans, il y a à peu près autour de 400 familles qui partent ou qui reviennent, là, une transition là, dans la région, soit sur la base, soit à l'extérieur. Alors, tout ça mis ensemble, là, c'est ça aussi la réalité militaire dans la région de Québec. C'est le genre de statistiques qu'on leur sort aussi, puis ça surprend souvent agréablement. Et tout à l'heure, on a commencé à parler un peu de... justement, on le voit, les services sont là, on veut toujours les améliorer, on veut aussi, pour la plupart, la grande majorité des services qui sont proposés par le CRFMV Valcartier, c'est gratuit. Mais on veut que ça reste toujours comme ça, là, qu'on puisse en offrir plus et toujours de façon gratuite. Donc, la criée devient très importante. Puis, Denis, tu as commencé à en parler un peu. Explique-nous ça en détail, là, Denis. Il ne faut pas en manquer une petite miette, là. Premièrement, la date. Je pense que c'est important. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné encore. La criée cette année virtuelle, comme je l'ai expliqué plus tôt, a lieu le samedi 16 octobre prochain. Il y a un comité organisateur, j'en ai parlé aussi, pour en faire un événement, comme j'ai dit, on se prépare avec beaucoup d'enthousiasme. Je peux te dire ça, Marie-Josée. Bon programme cette année, là, pour cet événement virtuel-là, il va y avoir un encan. L'encan, ça, c'est le cœur de la criée. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle de même. Parce que, c'est pour ça que ça s'appelle de même. Ça aussi, j'ai découvert ça, j'aurais dû y penser. Je pense que Danny connaît l'histoire mieux que moi, il pourra en parler. Puis, naturellement, c'est une plateforme virtuelle. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des interventions très, très succinctes. Là. Des fois, quand on dit, gala de bienfaisance, levée de fonds, tout ça, des fois, on pense, là, il va y avoir des discours, puis ça va être lourd. On veut aller complètement à l'opposé de ça, puis c'est le fun. On a décidé de rendre ça vraiment festif. Et c'est l'avantage du virtuel, parfois. Ça nous donne l'obligation d'être concis dans nos interventions, dans nos présentations visuelles, prise de parole, présentation, tout ça. Alors, le format est très ramassé sur 2 heures, ce qui comprend le cocktail VIP. Alors, c'est sur 2 heures. Alors, il faut ramasser tout ça. Je pense que c'est un avantage, c'est un outil qu'on a bien. Et je dois souligner aussi l'appui, plus que l'appui. Le service des communications, c'est mon collègue ici, Danny, qui dirige, et le directeur général. En fait, tous les gens du centre participent, au-delà du travail qu'ils font pour le centre, participent à l'organisation de cet événement-là. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, il va y avoir de la musique, des prises de parole, du visuel, tout ça. Il y a des différents forfaits. Il y a un mini-site aussi pour la créer elle-même, les médias sociaux, tout ça. Alors, tous les renseignements pour participer à
à cet événement-là sont là. Danny, je ne sais pas si tu veux... Écoutez, moi, ce que je veux dire surtout, c'est une occasion en or pour les gens de la communauté civile de rencontrer, d'aller à la rencontre des gens de la communauté militaire via cet événement-là. Quand on tenait la formule en présentiel, que ce soit au manège ou ici sur la garnison, la dernière édition, pour répondre à ta question, Denis, que tu posais au début du balado, on avait 750 personnes la dernière fois qui se sont présentées. Et les 3/4 des gens qui étaient là, c'était des gens issus de la communauté civile, des commanditaires, des donateurs, puis qui, pour la première fois, eux, étaient en contact étroit avec des militaires et puis qui pouvaient participer à comprendre leur expérience en tant que militaire. Puis ça a toujours été un des nombreux commentaires qu'on entendait à la fin de la soirée, quand les gens quittaient après, c'était « Mon Dieu, jamais j'aurais pensé que c'était ça qu'ils faisaient. » Puis... comme ça, quand ils ont des dîners régimentaires, c'est comme ça qu'ils sont habillés. Voilà la raison pourquoi j'ai déjà vu quelques photos comme ça. Et puis, souvent, ce qui est arrivé dans la plupart de nos éditions, c'est que tu avais 1 ou 2 militaires qui étaient assis aux tables et puis qui parlaient justement de leur expérience, de leur vécu. C'est vrai que là, tu avais les gens de la communauté civile qui posaient des questions, puis que ça soit avec des militaires qui étaient dans les Balkans à l'époque, l'Afghanistan plus récemment, puis là, avec les autres, ce qui va être intéressant, ça va être ceux qui vont vouloir entendre parler de nos militaires qui ont vécu l'expérience des CHSLD, oui, du coup de main qu'ils sont allés donner en CHSLD. On n'a pas entendu parler de l'expérience que les militaires ont vécu. C'était quoi pour eux quand ils sont arrivés là? Comment que ça s'est passé? Comment s'est déroulé le mariage avec les gens qui étaient dans les CHSLD? C'est une occasion unique qu'on va avoir à la criée virtuelle du 16 octobre. Et puis, au travers de tout ça, on va avoir également, Denis nous a parlé un peu tantôt, un spectacle de musique. Moi, je l'annonce la primeur tout de suite, là. Ça va être Israël Proulx qui va venir faire chanter tout le monde pour notre spectacle. On va avoir aussi, en début d'activité, un magicien qui va être là pour émerveiller les enfants qui vont regarder avec leurs parents l'expérience de la criée. Et évidemment, notre criée, qui a toujours été le point central, avec des objets, entre autres. Puis là, je m'adresse ici à tous ceux qui sont collectionneurs dans la vie, OK? Il y a des objets qui sont fabriqués par des menuisiers militaires que on peut, c'est pas fabriqué en série, c'est introuvable nulle part. Et il y a toujours cette signature-là militaire. Je vais donner un exemple là, d'objets à l'encan qui partent à bon prix rapidement et que les gens s'arrachent. Ce sont souvent, dans nos dernières éditions, c'était des chevaux à bascule. Oh non, c'est donc okay, beaucoup. mais fabriqués par des militaires. Puis il y avait une enseigne dessus. Puis là, je m'excuse auprès des artisans qui l'ont fait. Je me souviens pas de quel bataillon le menuisier qui a fait ça venait. On a un génie du 12e régiment blindé du Canada qui nous a fait au travers les éditions de la criée des tables. Il nous en a fait une présidentielle américaine. Là, c'est presque une copie conforme. Il y a un autre artisan qui nous a fait un cellier à vin avec des gravures de scènes militaires que lui-même a faites. Alors, c'est ça qui est intéressant de notre encan. Personne, c'est pas trouvable nulle part or que à notre événement à la criée. Oui. C'est que ça, c'est quelque chose de très spécial. Puis ça impressionne tout le temps les gens de la communauté. Même moi, après toutes les années, j'ai participé à toutes les criées. Je suis impressionné à chaque fois que je vois ces artefacts-là. Puis
J'aimerais ça être très riche parce que je pourrais m'en acheter moi-même de ces pièces de collection-là. Ouais. Alors, avis à tous les collectionneurs. Oui, vraiment. Un incontournable, notre encan crié. Puis on a un encan silencieux aussi, dont les modalités là, vont être rendues disponibles via nos réseaux sociaux de la Fondation et du Centre. Donc, un encan silencieux qui va débuter quelques temps avant le 16 octobre. Puis les gens vont pouvoir prendre connaissance de ce qu'on a, notre encan. Et Marie-Josée, le repas aussi va être le repas qui va être avec un forfait repas. Bien, c'est le Château de Frontenac, un incontournable à Québec qui va préparer les repas. Oui, mais c'est ça, justement, il y a des forfaits où le repas est inclus, il y a des forfaits où vous allez pouvoir assister à l'événement sans nécessairement avoir le repas. Les prix varient en fonction de ça, mais si vous voulez être présent puis manifester votre soutien à la Fondation, c'est la bonne façon de faire. Puis d'ailleurs, on va vous donner les coordonnées. Et inquiétez-vous pas, si jamais vous nous écoutez dans votre voiture, vous conduisez, tout ce qu'on donne comme information qui nécessite de prendre quelque chose en note, ça va être dans la description du podcast, comme par exemple le site Internet de la Fondation qu'on appelle le microsite. C'est fondationcrfmv.com. Il y a aussi la page Facebook de la Fondation, bien facile à trouver, Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Vous n'aurez même pas le temps de l'écrire au complet dans le moteur de recherche que ça va déjà le trouver pour vous. Allez liker notre page, envoyez un petit pouce. Si vous saviez le bien que ça fait de savoir qu'on travaille pour vous autres, mais que vous êtes là aussi avec nous pour mener à bien cette belle entreprise-là. Parce que oui, on parle d'un événement qui est virtuel, ça apporte quelques défis, mais ça va être une méchante belle soirée. De manière que vous me présentez ça, là, moi, j'ai déjà hâte d'y être. Dany, c'est de façon très active que vous avez participé aux dernières criées, aux dernières éditions, en tant qu'encanteur et de maître de cérémonie, ça se peut-tu? Oui, j'ai été... Mais est-ce que les informations sont exactes? Oui, elles sont justes. J'ai donc été maître de cérémonie pendant 6 éditions de la criée et encanteur. Et puis j'espère que personne ne va songer à m'appeler pour devenir encanteur de votre événement. Oh non, il a accroché sa casquette. Je ne suis pas un encanteur, loin de là, professionnel, puis tout ça. Puis je vais vous faire un petit secret. Tu sais, on entend les encanteurs quand on voit ça à la télévision ou dans les événements, là, ils parlent rapidement, là, tout ça. Personnellement, j'ai jamais compris c'est quoi qu'ils disaient. Puis c'est avec là, moi, je faisais tout le temps des comme ça. Il n'y avait pas des vrais mots, là? Non, c'était du gibberish. En anglais, on dit du gibberish. C'était du gibberish que je faisais, puis tout ça. Mais avec les années, je sais pas pourquoi, le monde trouvait ça drôle. Donc, ils ont dit, on veut te garder comme encanteur. Cette année, ça sera pas moi. J'ai pris ma retraite de maître encanteur. On va en avoir un super cette année. Donc, moi, c'est fini. C'est Jean-Marc Pajot qui a accepté de relever le défi. C'est vrai, c'est Jean-Marc Pajot qui va prendre... une personnalité connue dans la région de Québec. Oui, un pro. Oui, vraiment. Donc, on va rappeler la date, c'est le 16 octobre prochain sous forme virtuelle. Je vous rappelle que de plusieurs façons, vous pouvez contribuer par votre présence et aussi par des dons. Si vous dites, moi, le 16 octobre, j'ai quelque chose ou dans cette période-là, d'habitude, je suis pas mal occupée, c'est correct. Mais si vous nous envoyez quelques sous, parce qu'on le dit dans chaque fondation, puis si vous saviez à quel point cela est vrai, c'est que chaque don a son importance. Donc, vous pouvez le faire via le site de la Fondation. Tout est dans la description. Et, écoutez, je vous souhaite bon succès pour cette soirée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du CRFMV en jazz. Denis Paquette, vice-président du conseil d'administration de la Fondation du CRFMV. Je vous laisse aller parce que je sais que vous avez beaucoup de travail et que vous allez évidemment remplir ces journées-là jusqu'au 16 octobre prochain. Et Dany Saint-Laurent, directeur des communications au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, Marie-Josée. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.